Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation qui mêle la réflexion avec une vision large et organique du sujet entre la mobilité et l'aménagement. Et c'est assez rare pour être souligné. Donc merci beaucoup pour cette initiative. Je vous prie de m'excuser, je vais devoir vous quitter à 15h15 impérativement. J'ai un train à prendre. Mais Marine, qui est assise devant, pourra vous répondre à vos questions éventuelles. Alors, je m'appelle Thomas Matagne, je suis président fondateur d'Ecov. Et chez Ecov, on a une ambition, c'est de faire de la voiture un transport collectif, au sens où on peut réinventer le système automobile avec les yeux, avec les regards, avec les moyens des transports collectifs. Et je vais essayer d'expliquer comment et pourquoi. Alors, la problématique, vous la connaissez sûrement, le taux d'occupation moyen des véhicules est extrêmement faible. En moyenne, tout type de trajet, c'est 1,6 personnes par véhicule. Et puis quand on descend sur les trajets du quotidien, c'est 1,4. Quand on descend sur les trajets domicile-travail, on est à 1,07. On construit des voitures qui ont des capacités de 5 places, mais on les utilise à 20-25% de leur capacité, ce qui nous amène à dire qu'à peu près 2/3 des barils de pétrole que l'on importe, que l'on transforme, que l'on consomme, sont utilisés pour rien, si ce n'est trimballer des sièges libres qui ne servent à rien aujourd'hui. Mais si on inverse le regard, ces sièges libres sont des capacités de transport dans les territoires, là où on en a besoin, et en quantité colossale, puisque en heure de pointe, on peut estimer qu'on a de l'ordre de 60 millions de sièges libres disponibles partout en France. Et par ailleurs, notre président de la République l'a affirmé, on aime la bagnole, certes, peut-être, mais on en est aussi dépendant au point de se dire, au point que 60% des Français se disent qu'ils aimeraient bien pouvoir s'en passer régulièrement et ne peuvent pas le faire au quotidien. Alors nous, on a une ambition qui est de faire de la voiture un transport collectif pour permettre à tous les Français, ou à 80%, au moins 80% d'entre eux, d'avoir accès à un réseau de transport collectif express autour de chez eux, à moins de 10 minutes de chez eux. Et donc pour ça, on déploie, on invente, on opère des lignes de covoiturage qui sont comme des lignes de transport collectif, mais assurées par du covoiturage. Et le plus simple pour comprendre ce dont il s'agit, c'est peut-être de regarder ce témoignage qui arrivera juste après cette présentation de l'entreprise. Et donc Ecov, en un mot, on est un opérateur de mobilité nouvelle génération. On cherche à déployer, opérer des systèmes de transport dans les territoires périurbains et ruraux. On est une entreprise à impact avec des investisseurs de long terme. Et donc les lignes de covoiturage, ça fonctionne comme ça, si ça veut bien se lancer. Direction Lyon, pour découvrir un nouveau type de covoiturage qui cartonne. Ce vendredi après-midi, les véhicules se succèdent sur cette aire de covoiturage, embarquant non-stop des passagers. Ils voyagent gratuitement grâce à une nouvelle application. Son nom, Lane. Sa particularité, les covoitureurs circulent sur des lignes bien définies, comme des lignes de bus. Sauf que ce sont des voitures de particuliers qui font office de car. Chaque passager indique l'arrêt auquel il veut descendre. Il s'affiche sur ce panneau lumineux et les automobilistes qui y vont s'arrêtent pour les prendre. Élodie, technicienne de laboratoire, utilise ce service chaque soir en sortant du travail. Je vais activer mon application Line pour demander à un chauffeur. Et là, ça me dit que dans 1 minute, j'ai un chauffeur qui arrive. Je valide ma demande. Elle veut rentrer chez elle à Bourgoin-Jallieu, à 32 km de là. L'application la met en relation avec 2 automobilistes qui s'y rendent aussi. Aujourd'hui, ce sera Denis. Elle le connaît bien. Il voyage souvent aux mêmes horaires. Ce soir, il ramène 2 passagers. Ouais, mais il n'y avait pas la... Attends. Faut que t'achètes un monospatial. Ouais, non, mais... Je te le dis tout de suite. Élodie fait du covoiturage depuis 1 an. Ça marche tellement bien On est parti. qu'elle a même revendu sa voiture. Ça me fait économiser 400 € par mois. Par mois. C'est ça, par mois. Quand on compte le péage, une centaine d'euros, à peu près 200 € de plein d'essence par mois. Et après, si vous rajoutez une cinquantaine d'euros de frais divers et d'assurance à votre voiture. La jeune femme ne débourse rien pour le covoiturage. Pourtant, Denis, le chauffeur, est quand même payé 2 € par passager. Vous avez estimé à peu près vos gains sur un mois? Environ 150 € par mois. Avec la crise, ça fait un petit bonus. Encore mieux, Denis touche 1 € même s'il voyage à vide, rien qu'en mettant ses sièges à disposition sur l'application. Bon ben,
Bon week-end. Salut Denis. Alors, qui rémunère Denis? C'est à la mairie de Bourgoin-Jallieu que nous allons trouver la réponse. Vincent Schricki, le maire, est en charge des transports dans la communauté de communes. C'est cette collectivité qui finance les covoitureurs. Cette collectivité. Pour nous, c'est une charge de 100 000 €. C'est à la fois important, mais par ailleurs, si on compare ça à ce que ça coûterait d'avoir un bus qui circule toutes les 5 minutes, puisque c'est ça le niveau de service qu'on a, c'est un passage toutes les 5 minutes de quelqu'un qui peut vous emmener, en fait, ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Et je m'empresse de compléter et de dire qu'il n'y a pas de quoi remplir un bus toutes les 5 minutes sur cette origine-destination-là. Et c'est bien tout l'objet de ce qu'on cherche à faire, qui est de structurer un service qui est l'équivalent d'un transport collectif express, très fréquent, mais en utilisant les voitures. Donc c'est très différent du covoiturage que nous on qualifie, qu'on appelle planifié, que nos collègues de Blablacar Daily, de Caros par exemple, font, qui est complètement différent et totalement complémentaire de cette approche. On est en fait avec une ligne de covoiturage beaucoup plus proche d'un système de transport collectif que du covoiturage planifié. Et les deux se complètent et se renforcent. Je ne vais pas vous redécrire le parcours utilisateur, vous l'avez vu, c'est un reportage qui date d'il y a 1 an et demi, donc il y a un certain nombre d'évolutions qui ont eu lieu depuis. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais le principe général, c'est je suis autosoliste, en passant, je peux mettre à disposition mes sièges libres en toute liberté. S'il y a quelqu'un embarqué, je l'embarque, s'il n'y a personne, je continue comme d'habitude. Et pour un passager, c'est je vais prendre une ligne de covoiturage comme je vais prendre une ligne de métro. Alors ça se structure dans le territoire, ce n'est pas juste du logiciel, c'est une organisation portée par la collectivité locale en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, par les collectivités, puisqu'on y reviendra, mais on dépasse largement les périmètres administratifs classiques, et on organise ça avec un plan exactement comme des systèmes de transport collectif, des aménagements physiques, du service, de la garantie de service. Ce qui est donc assez différent d'une vision purement software, puisque donc les aménagements, c'est nous qui les avons construits avec les collectivités, pour le compte des collectivités, les aménagements qui permettent d'organiser dans le territoire le point de rencontre où les gens vont pouvoir de manière très simple, très facile, se rencontrer pour prendre un covoiturage, ce qui amène plein de questions. Les questions de premier et dernier kilomètre, avant d'être sur cet arrêt, comment est-ce que j'ai fait, après, comment est-ce que je fais, des choses qui sont très peu pensées en dehors des centres-villes. Dans les territoires périurbains et ruraux, ces points, ces nœuds sont quasi inexistants et la liaison vers ces nœuds est quasi inexistante. Alors que dans les centres-villes, on sait parfaitement comment faire. Au-delà de l'aspect technique, c'est un projet de territoire, c'est un projet humain. On appelle ça un service public partagé. C'est un service public parce que c'est d'abord la collectivité qui décide de le mettre en place. Nous, on est juste le fournisseur auprès de la collectivité. Mais il est partagé puisqu'il est co-construit par ses usagers. Ce n'est pas nous qui mettons des véhicules sur la route, ce sont des véhicules qui sont déjà existants, qui sont mobilisés et qui sont, donc la production du service est apportée par les gens. Ce qui amène à des choses comme cette photo où on voit les gens, donc les laners, les gens qui utilisent Lane, qui se retrouvent régulièrement pour faire des after-work, pour faire des actions ensemble, comme si vous le faisiez avec des gens de votre ligne de métro. Sauf que là, la dynamique est différente, c'est vraiment eux, ils sont fiers de porter la transition dans leur territoire. On a mis un peu de temps à y arriver, mais aujourd'hui, le temps d'attente moyen sur l'ensemble de nos lignes est inférieur à 4 minutes. C'est donc la fréquence d'un métro dans des territoires périurbains et ruraux. Et surtout, on maîtrise la variabilité, puisque l'année dernière, c'est les chiffres de l'année dernière, 97% des départs se sont faits en moins de 10 minutes. Donc on a une fiabilité dans le service et dans la capacité de se déplacer qui correspond aux caractéristiques clés d'un bon transport collectif. En conséquence, l'usage a vraiment décollé. Donc là, c'est pareil, vous voyez que ça n'a pas toujours été facile au début, puisque ça date de février 2016, où au départ, on n'arrivait pas à trouver tous les ingrédients qui permettaient de faire un service suffisamment qualitatif pour que les gens puissent l'utiliser. Ça a commencé à décoller, après il y a eu le Covid, et puis après ça a redécollé. Et donc le sujet, il est comment est-ce qu'on construit quelque chose qui convainc. Et manifestement, on arrive à convaincre, puisque dans le cas de Lane, vous avez vu le témoignage dans la vidéo, on a mesuré qu'on a 21% des passagers qui se sont démotorisés. C'est une démotorisation partielle, probablement qu'il reste des voitures dans le ménage, mais pour un des motifs de déplacement, je n'ai plus besoin de ma voiture, j'ai quelque chose de suffisamment fiable et performant pour pouvoir ne plus en avoir besoin.
Et on va vraiment chercher des gens qui ne covoituraient pas au préalable, des gens qui étaient vraiment dans l'autosolisme, parce qu'on a travaillé sur l'hyper-simplification du parcours utilisateur. Ce qui, j'insiste, est complémentaire du covoiturage planifié, où le covoiturage planifié va vraiment irriguer tout le territoire très simplement, mais va nécessiter une organisation préalable. Nous, on va approfondir l'usage sur des axes donnés, parce qu'on va rendre les choses vraiment extrêmement simples et performantes sur ces arrêts-là, en ayant construit quelque chose évidemment de plus complexe et donc aussi de plus coûteux, mais qui est performant d'un point de vue économique à la fin. Pour faire ça, on est un opérateur de mobilité. Donc on a une partie logicielle, software, etc. évidemment, data, beaucoup, mais on a aussi toute la partie d'analyse du territoire, comprendre les flux, je vais vous montrer quelques exemples après, et ensuite de mise en œuvre opérationnelle, designer les arrêts, organiser la fourniture par les fournisseurs, faire en sorte que la communication et le marketing soient mis en place dans le territoire pour rendre les choses, encore une fois, aussi simples, aussi naturelles que si on avait déployé un transport collectif plus lourd. Alors, notre ambition, c'est, on fait des lignes de covoiturage, c'est une innovation française, à notre connaissance, il n'y a pas d'équivalent dans le monde, mais notre ambition, elle est vraiment de transformer le système routier, de faire en sorte que les gens puissent se passer de la voiture individuelle telle que c'est aujourd'hui. Il faut se souvenir que 81% des kilomètres parcourus par les personnes le sont en voiture en France, 81%. Alors ça fait 30 ans qu'on développe très fortement les transports collectifs, et c'est normal, et c'est très bien. Mais là, on a eu depuis un siècle l'avènement, la démocratisation de l'accès à la voiture, avec tout l'étalement urbain qui a été associé. Jean-Claude Delphy en a largement parlé ce matin. Et donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à réduire cette dépendance à l'autosolisme. Donc notre ambition, j'en ai déjà parlé, 80% des Français qui pourraient avoir un transport express proche de chez eux. Mais la question, c'est qu'est-ce que c'est un transport express? Qu'est-ce que c'est un transport de haute qualité? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre des bus toutes les 5 minutes ou des RER tous les 5 minutes partout? Alors d'abord, il faut revenir sur la qualité d'un service. On sait très bien dans les centres-villes ce qui fait que les gens lâchent la voiture. Dans un centre-ville, on a structuré des réseaux développés avec des services à haute fréquence. La fréquence, le fait qu'il y ait un passage très régulier, c'est la liberté. C'est l'équivalent, je prends ma voiture et je suis libre. Là, je vais à la station de métro, je suis sûr de trouver un métro dans les 3-4 minutes sans avoir à planifier, à s'organiser. Donc ça, c'est un point qui est absolument clé. Et par ailleurs, il y a d'autres paramètres importants. Le temps de parcours, évidemment. Si je mets beaucoup de temps pour faire mon trajet, alors qu'avec une voiture, j'en mets moins, ben je vais prendre ma voiture. La fiabilité, je vais être sûr de pouvoir partir, de revenir, de savoir comment est-ce que je vais pouvoir me déplacer. Évidemment, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais disons que ces trois-là sont absolument dimensionnants sur la qualité de la performance du service. D'ailleurs, on a des corrélations, si ce n'est des causalités, entre la fréquence. Plus c'est fréquent, plus il y a des passages réguliers, plus la part de marché, la part de gens qui utilisent des systèmes de transport alternatifs est importante. Et donc la fréquence, pour nous, est un élément qui est absolument déterminant, qui est pour dimensionner les systèmes de transport collectif. Donc on part de ce point-là, il faut un véhicule qui passe toutes les 5, 10, 15 minutes, mais qui passe tout le temps, très régulièrement, pour avoir cette fréquence. Vous avez entendu parler du RER. Emmanuel Macron, en 2022, avait relancé cette dynamique de créer des RER métropolitains. C'est très bien, mais un RER, c'est en fait un train qui passe régulièrement. Un train qui passe régulièrement, il faut le remplir. C'est un certain volume de personnes à transporter toutes les 5 à 10 minutes, ou tous les quarts d'heure, plusieurs centaines tous les quarts d'heure. Donc c'est des gros volumes de personnes à transporter sur une origine-destination particulière. Alors si on veut garder la fréquence, eh bien, on est obligé de diminuer la taille du véhicule, parce que sinon, les véhicules sont vides. Donc, pour diminuer la taille des véhicules, on peut aussi utiliser d'autres véhicules qu'on appelle les cars, qui sont des véhicules globalement 10 fois moins gros, 50 places, qu'on peut faire circuler et qui sont capables d'emmener de l'ordre de 30-50 personnes toutes les 10 minutes. Et puis si on a encore moins de personnes à transporter, on peut encore diminuer la taille des véhicules et on peut descendre à l'échelle de la voiture qui a de l'ordre de 5 places et qui peut passer toutes les 10 ou toutes les 3 minutes puisque c'est ce qu'on arrive à obtenir. Au final, on a un système de transport qui est adapté au volume de personnes à transporter. Donc on a 3 modes, là c'est le coût à la personne transportée en ordonnée, en euros par voyageur kilomètre, une personne qui fait 1 kilomètre, combien ça a coûté. Et en abscisse, ce sont le nombre de personnes par jour dans le sens de la pointe. Et vous avez en ordre de grandeur le coût à la personne transportée
en fonction du nombre de personnes à transporter. Donc si vous avez un RER, si vous avez peu de personnes à transporter, ça coûte très cher. Mais quand on arrive à des volumes importants, on arrive à des coûts de production 30 centimes du voyageur kilomètre. Jean Koldefy en a parlé ce matin. C'est un ordre de grandeur qui est celui de l'économie française aujourd'hui pour transporter une personne. Donc là, si on est à ces volumes-là, c'est absolument, à partir de ce volume-là, c'est le domaine de pertinence du RER. Si on a des volumes qui sont un peu plus faibles, eh bien, on peut faire du car express. Et là, on a un domaine de pertinence qui est un peu en dessous. Et enfin, si on a des volumes qui sont encore plus faibles, on peut faire de la ligne de covoiturage, obtenir de la fréquence quand même, avec des volumes relativement limités. Si vous avez vraiment très peu de personnes, là, on ne peut pas mettre des systèmes à fréquence. On garde des systèmes autres, tels que la voiture partagée ou pas. Et donc, on a un domaine de pertinence technico-économique des modes en fonction des volumes de personnes pour garantir un système cadencé, fréquent, que les gens vont vraiment utiliser parce que c'est performant en termes de déplacement. Ce qui se traduit dans l'espace, puisque tout le sujet, c'est le volume de personnes. Donc, le volume de personnes, c'est en fonction de l'aménagement du territoire. Et donc, si vous avez des grosses polarités à relier, il faut mettre du RER. Ça sera le plus performant et de loin. Ça coûte très cher, mais ramener à la personne transportée, c'est performant, c'est ça qu'il faut faire. Par contre, faire du RER à des endroits où il n'y a personne à transporter, ça coûte très cher, et la personne transportée, à la tonne de CO2, etc., ce n'est pas du tout performant. Donc, il faut mettre un mode lourd là où il y a des gros volumes. Et puis, on peut ensuite mettre des cars express qui sont un peu plus petits, ça coûte moins cher, et s'il y a des volumes suffisants, c'est tout à fait performant, et c'est bien plus performant que la voiture. Et enfin, si les volumes sont encore plus faibles, on peut mettre une ligne de covoiturage pour mailler tout le territoire et étendre le domaine des transports collectifs. Les sièges libres dans les voitures sont une richesse. On a l'habitude de dire qu'on n'a toujours pas de pétrole en France, mais qu'on a des sièges libres. C'est une capacité de mailler les territoires partout, très loin, parce que les capacités sont déjà existantes. Et alors on peut se poser la question, ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Jusqu'où on peut aller dans les territoires? Là, vous avez la Bretagne, normalement vous avez reconnu. J'ai pris ce territoire au hasard, on aurait pu prendre ailleurs en France. Et donc on peut regarder les volumes de personnes qui se déplacent pour les trajets domicile-travail. Petit aparté, les trajets domicile-travail, ce n'est qu'une fraction des trajets du quotidien, mais pour les trajets longs du quotidien, c'est les principaux. On peut regarder les volumes qui correspondent à la pertinence d'un RER, gros volume, 6 000 déplacements jour à peu près. Ça nous donne ça, et donc on voit certains axes qui se dessinent autour des métropoles ou des grandes villes. Et là, ça peut être pertinent de mettre du transport lourd type RER. Si on descend le volume à ce qui est nécessaire pour justifier du car express, eh bien on voit que le domaine s'étend encore. Et si on descend le volume correspondant aux lignes de covoiturage, on voit qu'on étend encore le domaine du système à fréquence. Petite digression, mais je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais moi, à chaque fois que je vois ces cartes, j'ai vraiment l'impression de voir un organisme vivant, par les veines d'un organisme vivant. Et en fait, on est vraiment sur le transport, c'est un moyen d'apporter de l'énergie, de l'oxygène, de faire circuler en fait des capacités, des capacités de vivre dans un territoire, là où l'aménagement peut correspondre on peut faire d'autres parallèles avec l'organisme humain, les télécoms c'est le système nerveux, les usines c'est les muscles, etc. On est vraiment en fait dans un système qui est organique et dont la pertinence, dont l'analyse doit être organique pour arriver à améliorer sa pertinence et son efficacité. Et donc on pourrait mailler très très loin et très globalement l'ensemble de la France avec des systèmes cadencés en adaptant les moyens et les capacités de transport au volume de personnes à transporter. Et donc simplement pour finir, en vous disant qu'aujourd'hui on a une trentaine de territoires sur lesquels on a une soixantaine de lignes et on a des études qui se font un peu partout en France. Mais au-delà des lignes de covoiturage, me permet d'insister, on plaide vraiment et on aimerait le soutien là-dessus pour un vrai système multimodal, intermodal, hors des zones denses, pour la France qui conduit, celle qui est aujourd'hui complètement dépendante de la voiture et qui s'est construite autour de la voiture. C'est absolument possible. Je vous remercie.